Nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir au sein de notre école Law and Business School, école de droit et des affaires, qui fait partie du prestigieux groupe Polytech INTL. Moi-même, directrice de l'école, Dr Aloulou Chema, et Dr Rawda Trabelsi, directrice de l'ADC, nous allons assurer la modération et nous vous invitons à prendre partie de ce café-conférence qui s'articule autour des nouvelles compétences pour la science politique. Sans plus m'attarder, je cède la parole à Madame Rawda Trabelsi. Messieurs, dames, bonjour. On est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui parmi nous. J'espère que vous êtes bien installés, que voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. Ce débat se veut spontané, dans une ambiance conviviale, c'est ce qu'on souhaite. Alors, ce ne sera pas des conférences classiques interminables, hein, ça sera vraiment des petites interventions de 10 minutes par conférencier. D'ailleurs, je remercie beaucoup nos éminents experts qui nous font l'honneur de se prononcer autour de notre thématique, notamment notre directeur général Sissed Chaben, professeur en droit et en sciences politiques, homme des médias et de la communication, Simourad Zridi, l'homme des chiffres en Tunisie, Sehsan Zargouni, et notre géopoliticien, maître assistant HDR, Tira Faratbi. Je vous remercie beaucoup de prendre part à ce débat. Après les courtes interventions, nous commencerons les choses sérieuses, à savoir le débat. Nous souhaitons vous écouter. Alors je vous incite à noter vos questions, vos remarques aussi. Et sans plus tarder, je cède la parole à notre premier conférencier, professeur Cédar Chaben. Moi, je suis très heureux et très honoré par la présence d'éminents spécialistes. C'est Hassan, c'est Rafa, vous êtes tous des spécialistes. On aura effectivement le temps de débattre de cette question qu'on s'est posée aujourd'hui. Quelle nouvelle compétence pour la science politique? D'abord, je dois rappeler que ce débat est académique pur. Et il doit rester académique, pas politique. Même si, quand j'enseignais la politique à un certain moment, je disais, même si vous ne faites pas la politique s'intéresse à vous. Même le dimanche, le dimanche électoral, si vous dormez chez vous, vous faites la politique parce que vous étiez absentiste. Alors, ils m'ont écrit un papier que je vais lire. Hein? Je vais lire pour respecter les 10 minutes. Ce n'est pas une conférence, il n'y a pas de conférence 10 minutes. Juste une petite intervention pour poser les questions. Alors, la question qui est posée pour nous, sur laquelle nous devons nous centrer, en fait, c'est quelles compétences nouvelles pour la science politique? Il y en a certainement, et on va en débattre. Moi, je connais quelques-unes, mais peut-être il y en a d'autres que je ne connais pas. Quelles nouvelles compétences? La science politique, c'était un phénomène complexe, comme tous les phénomènes sociaux, c'était complexe. Et on a fait plusieurs approches, plusieurs méthodes de connaître la vie politique, le phénomène politique, expliquer. Et je me rappelle quand j'avais 22 ans, jeune assistant à la faculté, j'étais représentant de l'école américaine qui critiquait beaucoup l'approche juridique et la française, l'approche juridique de la politique. C'est-à-dire qu'on analysait le phénomène politique juste à travers la Constitution, le code électoral, la loi sur les partis, et ainsi de suite. Donc on présente la vie politique comme si les choses se passent correctement, des institutions, des règles, des procédures, et tout est correct, et tout est bien. Si jamais le pays la ligne, on est ensemble à l'époque de la faculté. Il y avait la faculté de droit, il y avait deux écoles, l'école américaine et l'école française, en économie et en droit. Jamais elle était en économie, donc on s'est discuté les approches. Alors, quelles nouvelles compétences pour comprendre, doit-on acquérir pour mieux comprendre la vie politique? Quand on dit qu'il y a de nouvelles compétences, on a invité 3 spécialistes ici, mais on a certainement d'autres compétences et on aura peut-être d'autres occasions pour débattre sur d'autres questions.
Il y a donc des anciennes compétences. Et moi, je vais vous parler des anciennes compétences. Les anciennes, ce sont les compétences des juristes. Parce que moi, je suis juriste. Donc, je dois vous parler des questions juridiques. Alors, c'est quoi l'ancienne compétence? C'est l'approche constitutionnelle, l'approche juridique, voire le phénomène politique à travers les textes. Cette approche-là, à un certain moment, on l'a critiquée. On l'a beaucoup critiquée. Mais aujourd'hui, je vois qu'elle regagne du terrain. Maintenant, le droit est devenu plus important qu'avant. Ce n'est pas parce qu'on le respecte, tout simplement parce qu'il détermine les orientations politiques, il détermine les attitudes politiques et l'organisation politique. Les exemples sont connus. En 2014, on a changé de régime, passé au régime parlementaire. On a introduit la proportionnelle comme mode électoral et tout a été bouleversé. Toute la gouvernance dans le pays a changé. Et le schéma des partis politiques aussi a été perturbé. Bon, il y avait un parti unique, on est passé à 200 et plus partis avec bien sûr d'autres phénomènes de rigidité des attitudes et ainsi de suite. En 2022, on a assisté au même phénomène. Il aurait suffi de changer la constitution et le mode électoral. On est revenu au régime présidentiel et on a adopté le mode de scrutin uninominal pour que tout aussi change. On sera appelé à changer. Le paysage politique a commencé à se transformer. Il y aura d'autres conséquences. Donc, quand on respecte les textes ou on ne les respecte pas, il y aura toujours un effet de droit sur le phénomène politique. Je veux dire cela pour pratiquement lancer une idée, c'est que le droit est très important, il faut toujours l'utiliser dans la vie politique, mais cette compétence doit être remodelée. Dans quel sens? Ce qu'on a vécu, c'est qu'on a fait des textes sans prévoir les retombées. Donc maintenant, un bon juriste, un bon constitutionnaliste, un bon publiciste, si vous voulez, c'est pas celui qui sait écrire un texte ou bien interpréter un texte, mais c'est celui qui prévoit les retombées, les impacts. Et ça, c'est très important. Et ça, c'était connu d'ailleurs avant, on appelle la fameuse loi de Duverger. Maurice Duverger, que certainement nombreux parmi vous qui le connaissent, il a fait les lois sociologiques des modes de scrutin. Chaque mode entraîne un paysage politique. La proportionnelle dans tel type de parti, la majorité dans l'autre, l'uninominal aussi, ainsi de suite. Et nous vivons effectivement. Donc je pense que ceux qui ont fait la Constitution de 2014 n'ont pas vraiment fait un étude d'impact. Parce qu'on est passé d'un régime à l'autre, totalement presque opposé, et on a perturbé la vie politique. En 2022, pratiquement, on a fait la même chose. On est revenu au régime présidentiel qui donne une plus grande stabilité. On a fait le mode uninominal qui inverse en quelque sorte la représentativité, parce qu'avant, ce sont les dirigeants des partis qui choisissent les candidats. Ils les imposent même aux régions. Et les candidats sont dépendants toujours des chefs des partis. Le mode de scrutin uninominal inverse totalement les choses. Chacun est libre, il n'est pas dépendant du dirigeant de son parti, et par conséquent, il peut prendre des attitudes parfois inverses. Donc, je vais dire ceci, que la compétence juridique pour comprendre le phénomène politique reste importante et il faudrait changer d'approche. Dorénavant, il faut enseigner, peut-être pour les jeunes débutants, et surtout pour les masters et les docteurs, enseigner les impacts de chaque texte. Quand on fait un texte de droit, constitution, mode de scrutin, organisation des partis, règles de campagne électorale, tout. Il faut toujours s'attendre aux impacts et étudier les impacts.
D'ailleurs, c'est une approche maintenant qui existe partout dans le monde. Et même si vous prenez la France, ouvrez la documentation française, écrivez loi, telle loi, vous avez toujours, quand on présente une loi, il y a une étude d'impact de la loi. On ne lance pas une loi sans connaître les impacts sociologiques, économiques, les attitudes des gens et ainsi de suite. Donc il faut qu'il y ait une pédagogie. Les textes, bien introduire un système de changement, et il faut étudier l'impact. Donc voilà, je crois que j'ai terminé mes 10 minutes et je n'ai pas respecté le texte. Comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci. Donc, on vous remercie, cher professeur, et sans plus s'attarder, on passe la parole à monsieur Rafat Tbib, maître assistant HDR et géopoliticien et coordinateur pour le MBA en sciences politiques. Merci. Merci. Oui. Je commencerai d'abord par un petit constat. 2011, le peuple découvre la politique. Donc ça a été un beau rendez-vous, raté avec l'histoire. On a découvert la politique, on s'est dit voilà, tout le monde va essayer de s'exprimer, on va avoir le meilleur, les gens vont pouvoir développer leurs capacités, etc. Que s'est-il passé? La politique, depuis le premier jour, en 2011, s'est installée dans la polémique. Donc on a une politique de la polémique. À tel point que c'est la polémique qui est devenue, en fait, le fondement de la faisance de la politique. Or, malheureusement, la politique est destinée d'abord à la planification. On fait de la politique pour dire qu'est-ce qu'on a, de quoi on dispose, actuellement et dans l'histoire, pour pouvoir envisager ce qu'on peut faire dans l'avenir. En fait, c'est ça la politique. Là, c'est peut-être l'architecte qui parle, mais c'est de cette manière-là maintenant qu'il faut voir la politique. On est arrivé aujourd'hui à quoi? À pouvoir faire de belles lois, sans en connaître l'impact, les effets. On peut polémiquer pendant des années, des semaines autour d'une loi qui peut nous paraître au niveau conceptuel comme quelque chose qui est très très bien. Mais une fois on est sur le terrain, on se rend compte que ça n'a strictement rien à voir avec l'objectif qui a été tracé préalablement. Or, la planification est fondée sur un concept. Lorsqu'on fait de la planification, c'est ce qu'on va enseigner d'ailleurs dans notre MBA, quand on fait de la planification, on parle d'abord de la pluridisciplinarité. Or, nous avons des politiques parfois qui sont très très bien dans leur domaine. Ce sont d'excellents, par exemple, juristes. Mais est-ce que ça suffit? On a d'excellents économistes. Est-ce que ça suffit? Il m'est arrivé une fois de rencontrer un ministre, très aimable d'ailleurs. Bon, je ne vous dirai pas c'était quelle période, pour que vous n'ayez pas une idée, préfaite sur la personne, mais c'était le ministre de l'économie en Tunisie. On a commencé à discuter, il m'a dit que dans quel domaine vous êtes. Je lui ai dit je suis dans le bâtiment. Et là je lui ai posé une question. Est-ce que vous avez une idée combien coûte, vous, ministre de l'économie, une brique? Quand on sait que le Tunisien, il a la brique dans le ventre. C'est quelqu'un qui adore construire. Non, c'est la brique de référence. Et là, j'étais sidéré. J'étais sidéré parce que il ne savait pas. Il ne savait pas. Or, c'est ça la pluridisciplinarité. Nous avons besoin aujourd'hui de politiques qui soient pluridisciplinaires, qui peuvent être excellents dans leur domaine, mais qui ont une ouverture d'esprit sur les autres domaines. On ne peut plus aujourd'hui parler de gens qui sont hyper spécialisés alors que on se rend compte que les problématiques sont tellement complexes, sont tellement, dans l'interpénétration des domaines, que l'on ne peut plus se permettre d'avoir des gens qui peuvent, bien sûr, être, comme je le dis tout à l'heure, excellents dans leur domaine, mais qui ne sont pas du tout dans la pluridisciplinarité. Vous savez que maintenant, la transdisciplinarité est devenue un domaine de recherche dans les universités étrangères. Alors qu'en Tunisie, lorsque vous vous présentez, par exemple, dans n'importe quel domaine, par exemple, universitaire, on vous demande « votre licence, c'est quoi ?» On revient toujours à la licence.
Et c'est ce qui a fait que maintenant nous avons des gens qui sont bien formés dans leur domaine, mais qui ne savent absolument rien de ce qui se passe à côté. Chose que nous avons perdue, parce qu'au début de la fondation de la République tunisienne, il y avait des gens qui étaient assez pluridisciplinaires. Maintenant, on a perdu cette qualité des hommes. Et dès qu'on parle de pluridisciplinarité, on parle d'un autre concept qui va être au fondement de notre enseignement. C'est ce qu'on appelle la démarche pluriscalaire. Ça veut dire qu'on va avoir des approches qui prennent des échelles d'études très différentes. Je m'explique. Avez-vous remarqué quelque chose qui est très important dans le politique en Tunisie, le fait politique en Tunisie? C'est qu'il y a des hommes politiques qui sont totalement inféodés à des agendas étrangers, mais dans leur discours, c'est un discours hyper localisé, qui ne dépasse même pas les frontières du pays, parfois même les frontières de la région. Or, parmi les avantages de l'enseignement de la géopolitique, c'est de pouvoir saisir les dynamiques que nous vivons, les dynamiques auxquelles nous sommes soumis, parfois que nous subissons, dans une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus grande, qui intègre l'ensemble de la région. Peut-on comprendre aujourd'hui ce qui se passe au niveau de nos territoires, si on ne comprend pas ce qui se passe au niveau de notre voisinage? La semaine dernière, il y a eu des Tunisiens qui ont été arrêtés en Algérie. Ils ont été condamnés à de très lourdes peines. Et bien sûr, les Tunisiens, dans leur élan toujours aussi naïf que faussement digne, se sont révoltés contre cette arrestation et cet arbitraire qui a touché des citoyens tunisiens. Personne ne s'est posé la question pourquoi l'Algérie est devenue un pays aussi dur quand il s'agit de ce genre de trafic. Peut-on comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le sud de la Tunisie sans comprendre ce qui se passe au niveau du chaos en Libye? Peut-on comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans certaines régions de l'extrême sud tunisien avec l'arrivée de trafics extrêmement dangereux, sans comprendre ce qui se passe dans cette barre de feu qui s'appelle le Sahara Sahel? Peut-on comprendre aujourd'hui pourquoi il y a des régions entières qui ont été vidées en Tunisie? Il y a des villages qui n'ont plus de jeunes en Tunisie. Allez poser la question dans les villages de l'arrière-pays de Mahdiya et dites-leur où sont vos jeunes. Peut-on comprendre ça sans comprendre l'expansion de l'agriculture dans certaines régions de Sicile et des Pouilles en Italie? Donc, si on veut comprendre le politique en Tunisie, il faut absolument changer aussi ou avoir la capacité de lire des cartes dans des échelles beaucoup plus grandes, d'où l'importance de l'enseignement de la géopolitique. Je terminerai ici par quelque chose qui me tient à cœur, c'est l'aménagement du territoire. Depuis 2011, on parle, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, du problème de la Constitution. La Constitution, c'est un accord que l'on passe, une sorte de contrat social que l'on passe entre citoyens. Mais l'aménagement du territoire, c'est un contrat social que nous passons entre les citoyens et notre terre. Or, je vous pose une question. Que voulons-nous faire de la Tunisie? Que voulons-nous faire des richesses? Connaissons-nous aujourd'hui nos vraies ressources dans ce pays? Eh bien, on ne les connaît pas, je vous l'assure. Quand on voit ce que les gens demandent dans les régions, et ce qu'ils ont sous leur terre, ce qu'ils ont dans leur maison, ce qu'ils ont dans leur café, dans leur famille, eh bien, je vais vous dire, on ignore tout des ressources du pays, des ressources naturelles, des ressources humaines, des ressources paysagères, des ressources symboliques. Tout ça, on l'oublie. Alors, l'une des idées fondamentales sur laquelle nous allons orienter l'enseignement, c'est de dire, un politique, c'est quelqu'un d'abord qui connaît très bien son pays, sa région et sa localité. Dans quel sens? Dans le sens où il peut valoriser réellement les ressources, qu'elles soient humaines, symboliques, naturelles ou autres. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Rafa. Le conférencier suivant ne nous laisse pas indifférents quand il s'exprime. Soit on est frustré et déçu, soit on est très content au rythme de son chiffre du jour. Voilà, il impacte notre humeur. Et donc j'appelle Sirsan Zalbouni à donner son opinion aussi sur notre thématique. Très bien. Je vous passe le micro. Je suis très honoré d'être parmi vous ce matin
et très honoré d'avoir ce parterre de gros calibre, si jamais, si Hadjen, des gens de toute spécialité, Femme Bessel, Femme Adizani, Meher, je suis très content d'être parmi vous, vraiment, ça sincèrement. Ouais. Alors voilà, on m'a parachuté dans ce programme, je ne sais pas pourquoi, vu que je suis polémique de temps en temps, effectivement, avec nos chiffres, qui sont en fait les vôtres. On ne se réveille pas le matin, nous, en disant « Allez, les Tunisiens pensent que le pays va dans le mauvais sens à 80%. » Alors là, ce n'est pas du tout mon humeur. Pour ceux qui connaissent ma vie personnelle, qui n'a rien à voir avec ce qui paraît à l'extérieur, ça n'a rien à voir avec les 80%, ni le vécu tel qu'on le montre aux Tunisiens. Et ce côté-là, je voudrais le signaler là à l'instant. Je pense, s'il y a des littéraires ici dans la salle, c'est un problème de manque de culture littéraire. Nous, on confond celui qui dit avec ce qu'il dit. Il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de distanciation littéraire. Ceux qui ne lisent pas beaucoup tombent toujours dans ce piège. Quand ils voient un feuilleton, tout de suite, ils le lisent à leur vécu, parce qu'ils n'ont pas lu, parce qu'ils n'ont pas vécu des expériences romancières, littéraires, de manière à ce qu'ils se détachent par rapport entre ce qu'on produit et le producteur. Je ferme la parole. Alors, chiffres et politique. Puisque on a dit quelles sont les nouvelles sciences qui rentreraient dans la vie politique et on a indiqué directement que le chiffre en fait partie. Oui, mais il en faisait partie depuis très longtemps. C'est pas nouveau. Donc je redresse un peu la barre en disant que c'est pas nouveau. Maintenant, je vais être précis. Il y a trois axes où les chiffres sont utiles, importants, moteurs même de la vie politique. 3. Il y a ce qu'on appelle les sondages politiques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la notion de mesure de bruit médiatique. Et puis, il y a les fameux indicateurs chiffrés, les éléments quantifiables que tout politique doit avoir présents dans son esprit et par l'expertise pour pratiquer la politique. Les sondages de politique, je dis bien sondage politique, je n'ai pas dit sondage d'opinion. Chaque fois que je dis quelque chose, c'est toujours précis. Dans les sondages en politique ou les sondages politiques, il y en a 3 sortes. Et 3 seulement. Il n'y en a pas 5, il n'y en a pas 2, il y en a 3. Il y a ce qu'on appelle les sondages d'opinion. Est-ce que vous pensez que la Tunisie va dans le bon sens ou le mauvais sens, etc. Ça, c'est opinion. Et puis, il y a ce qu'on appelle les sondages d'intention de vote, qui ne sont pas des opinions. Je peux avoir une opinion qui peut me permettre de savoir que vous êtes libéral, sociodémocrate, sociolibéral, conservateur, etc. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Pas une opinion, c'est un choix, intention de vote pour quelqu'un ou pour une formation politique. Donc intention de vote, ça c'est le deuxième type de sondage qu'on retrouve dans la politique. Évidemment, il y a un lien. Troisième type de sondage en politique, ce qu'on appelle les sondages sortis des urnes. Soit des élections, on donne les résultats préliminaires, les résultats estimatifs, etc. Donc voilà les 3 types. Pour le sondage d'opinion, je donne 2 ou 3 exemples. En octobre 2013, même si nous, Tunisiens, on a une sorte de... Je vais faire un peu le procès des Tunisiens ce matin. Une sorte de mémoire de poisson rouge, côté Nansé-Ofissa. Alors, octobre 2013, on était au bord de la guerre civile, tout simplement. Kartoucha ou Bled littéralement. On ne se rend pas compte maintenant avec le recul. On a posé la question aux Tunisiens, on leur a dit qui, à votre avis, serait à même, en tant que personnalité, de sauver la situation. Une personne. Ça, c'est une opinion. Ce n'est pas une intention de vote.
Vous voyez, j'ai lié l'aspect personnel, l'opinion, l'intention de vote, pour montrer vraiment qu'il y a c'est pas du tout une intention de vote. Shkoun qui peut prendre le lead pour sauver la situation. La situation à l'époque, on était au bord du... Qui étaient les deux premiers? Ah, le poisson rouge. Eh bien, bravo. Et c'était publié dans le journal, tranquillement. Belgique Presse dans l'ordre. Octobre 2013. Intention de vote. Février 2013. Non, février 2013. 6 février 2013, le sang a coulé en Tunisie. Quand le sang coule, il y a toujours des points d'inflexion politique qui se passent. Et donc, voilà, à l'époque, Nahda faisait 37% d'intention de vote et Nidé était à 10 ou à la 11%. Ça, l'attentat, au mois de mars 2013, l'intention de vote, Wallet, 30-30 d'un seul coup. Mais si nous, chaque juste pour le coup, Dima, individuellement, on a le temps court, on pense que les choses changent du jour au lendemain. Non. Là, il y a une inertie de l'opinion publique, sachez-le. Les gens ne changent pas du jour au lendemain parce qu'ils خرجوا في الاخبار ولا في راس العام وقال كلمه جونتي ولا قال كلمه ابيزونت ولا بالناس والا خرج متشنج في الشارع. ما يتبدلوش توازا على خرجه ولا حاجه. Il faut du temps. Et donc, au mois de mai, c'était 37-30. هذا كله موثق في جرايدكم راهو في تلفزتكم في راديواتكم وكل 30 شكون 37 نداء et 30 نهضه. ومن بعد جوان 37 نداء قعد 37 ونهضه 27 حتى الانتخابات بالضبط قعدوا 38 27 en l'occurrence. Ça ne veut pas dire que c'est prédictif. Mais قعد l'écart avec 10 points قعدوا. Intention de vote. Sortie des urnes, souvenez-vous, tous les soirs, peut-être en 2014, on a pris beaucoup de risques parce qu'il faut de l'antériorité pour faire ce genre d'exercice. On est sorti sans filet, souvenez-vous, quand on a sorti les chiffres législatifs, c'était sans filet, on ne savait pas, alors que tous les algorithmes sont basés sur des scrutins antérieurs pour améliorer les estimations. Et puis il y a le présidentiel, 55-45, etc. Et puis, il y a le municipal, 350, où je venais pratiquement 4 cadres comme ça. Donc, bien sûr, évidemment, il faut faire attention à ça. Il faut savoir qui commande l'enquête. Il faut donner toujours la fiche technique avec les taux d'erreur escomptés, la taille de l'échantillon, la méthode d'échantillonnage, etc. Il faut toujours être vigilant par rapport à ça. Puis, bien sûr, évidemment, on a toujours pour Dieu, l'opinion publique n'existe pas. Dis pour Dieu, parce que quand on pose la question sur quelle est votre opinion sur la Constitution, par exemple, les gens n'en fichent aucune idée sur la Constitution. Et donc, nous, on provoque une réponse qui n'a jamais été mûrie chez les gens. Et puis les gens sont différents. Vous, qui êtes dans la science politique, votre réponse est beaucoup plus consistante que quelqu'un qui n'a jamais pratiqué la politique, etc., etc. Bourdieu, avec ces 3 postulats, nous interpelle tous les jours, jusqu'à aujourd'hui. Et puis, maintenant, je passe au deuxième type. حط لي كونتور ترابلسي علول وحطوا لي كونتور ترابلسي علول وشعبان احنا راهو اون كلاس فيترا صفاقسي ولا مش صفاقسي قدم ولا مش قدم اجراء قايلين يباس الطبيب اكسترا وماهر قاعد احنا اون كلاس quand on voit une salle en classe heureusement que Femme Amoise pour équilibrer de l'autre côté etc. Alors on est obligé toujours c'est notre métier la classification. Alors donc pour ce qui est des bruits médiatiques, ça sert beaucoup pour se préparer pour des élections. On quantifie régulièrement
toutes les sorties médiatiques des protagonistes politiques, on les quantifie. Hein. Combien de fois il est sorti? Dans combien de médias? Quels médias? Quels médias? Pourquoi quels médias? Parce qu'on a des statistiques sur la pénétration des médias. Et donc, bruit médiatique, si vous passez sur la radio culturelle, ça n'a pas le même impact que si vous passez sur la radio mosaïque, par exemple, en termes de contact, de couverture, etc. Et donc, je ne fais pas de jugement, hein, je fais de la quantification. Donc, le bruit médiatique, nous, on le suit pour certaines personnalités politiques, en qualifiant aussi si, comme l'a dit tout à l'heure Sarah Chaben, je trouve quand même le buzz, politique du buzz, voilà, politique de la polémique, si c'est positif ou négatif, ce qui a été fait dedans. C'est-à-dire qu'on classifie et on donne la courbe d'évolution sur les occurrences positives, voilà les occurrences négatives. Vous voyez ? Et donc, ça c'est un outil très puissant, aujourd'hui, d'autant plus puissant que la matière existe sous toutes les formes, vidéo, audio, texte, etc. Et donc, actuellement, on a introduit la notion de data science, en plus de data analysis dans ce domaine-là, pour pouvoir un peu faire des prévisions. Si demain, on va parler de toi positivement, là négativement. Et auprès de qui? Parce que nous, الشروط نعرف شكون يقرا، والتلفزة نعرف شكون يتفرج فيها، مش أي تلفزة. البرنامج نفسه نعرف شكون الشرائح العمرية ولا الجهوية وإلا. Donc, troisième type d'indicateur, voilà, de choses chiffrées dans la vie politique, vous avez les indicateurs clés de la vie qu'on rend normalement constitués pour chaque homme politique ou la femme politique. معناتها لازم يعرف قداش احنا 12 مليون، كيفاش بنزرب فيها 5.3% من التوانسه، لازم ما يخرجش من مليون للمليار للمليار، لازم لي زوردر دو غراندور واضحين، لازم يعرف بالضبط الديفيسيت نتاع السي ان اس اس والسي ان اف بي اس، يعرف بالضبط البودجي نتاع وزاره الثقافه، يعرف لو مونطون الوي على ريشيرش سيانتيفيك وقداش سالير في وسطها وقداش ريشيرش عقاريه في وسطها اكسيتيرا اكسيتيرا. Rien ne doit échapper à un homme ou à une femme qui veut diriger ce pays. Dès qu'il ne connaît pas un chiffre, il est défaillant et même à la limite, il n'a pas l'autorité pour se faire. Je finis en disant que le mot autorité vient du latin augmenter et ça veut dire quoi? Il y a de la valeur ajoutée. Quand on l'écoute, pour qu'il puisse avoir de l'autorité sur moi, il faut qu'il m'augmente, il faut qu'il m'améliore, il faut qu'il... Et s'il a moins d'informations que moi, il vaut mieux qu'il reste chez lui. Merci pour votre attention. Je vous remercie, Zargouni, pour cette présentation et je passe la parole à M. Mourad Zridi, le fameux homme des médias à réseau et juriste aussi de formation. Petit juriste évidemment devant Cécile Chaben ou devant de brillants juristes qui sont là. ساعة خلينا نقولوا حاجة بس كنتم عيطوا لي اليوم نحكيو على الميديا على علاقة السياسيين بالميديا. إذا كان احنا اليوم الكل موجودين بمختلف الشرائح العمرية اللي موجودة في السنة هذه، ça prouve bien que la politique est nécessaire. Nécessaire de par التنظيم القانوني نتاعنا، nécessaire كيف ما قال رافع pour la planification de la vie de chacun de ses enfants, de ses petits-enfants, est nécessaire pour pouvoir faire des choix en fonction des indicateurs, des chiffres. Donc, الفعل السياسي والسياسيين ضروريين ولا مفر منهما لتسير المدينة فاضلة كانت أم غير فاضلة. شنو اللي تبدل dans la façon de faire porter le message politique? Dans les 10 minutes, moi je vais respecter mon temps, je suis Marsan. Ici, on va partir du postulat du fonctionnement du discours politique en régime républicain démocratique. En régime démocratique. Donc, moi je suis l'agora grecque. Mais Khalina, dans l'époque moderne, on va dire, le post-deuxième guerre mondiale. Nous étions, reconstruction du monde moderne,
lorsqu'un homme politique, une formation politique, une famille politique voulait aller chercher les voix de soutien de l'électorat devant des canaux de transmission relativement traditionnels et qui n'étaient pas nombreux. Le meeting politique, c'est la forme la plus traditionnelle depuis les Grecs. من يسير الأمور أو من يطمح لتسير الأمور يحاول يقنع الناس بوجهة فكرته أو بوجهة شخصه. Il y avait des formes un tout petit peu plus développées يسمى بالمناشيد. تتعمل في الحرب العالمية الأولى. On avait des petits papiers imprimés اللي نرميوهم ولا نعطيوهم للناس في الشارع وفي الحوم باش يقراوا ما يمكن تسميته بالبرامج الانتخابية. Bien sûr, on نتعدى تو les médias. Il y avait un média très important jusque dans les années 70, c'est qu'il y avait une sorte d'exclusivité sur ces canaux de transmission qui était la presse écrite. Et on commençait à partir des années 30 à voir la radio. Qu'est-ce qui était commun باش نعمل ملخص تاريخي حتى تقريبا 2007 2008 يعني باش نعملوا حقبة تاريخية نقولوا احنا من 1910 كان مانيش غلط تبداو تبيعوا لي بوست دو راديو en Europe حتى 2007. C'est que ces canaux de transmission étaient contrôlés et rares. Contrôlés d'abord par l'État, الإذاعة الذبذبات وقتها تسيطر عليها الدولة. Et étaient rares, ce n'étaient pas des médias de masse. Le taux d'équipement en radio jusque dans les années 40 dans la plupart même des pays européens ou aux États-Unis, était relativement faible. C'est à partir de l'entre-deux-guerres qu'on commence à avoir une acquisition importante de ce média-là. Donc, contrôle et rareté, avec quelques exceptions. Bien sûr, De Gaulle, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France parle français. لكن هذيك ظرف استثنائي. شنو اللي تبدل اليوم وشنو اللي يطرح تحديات et des challenges important aux politiques et à la politique. C'est que à partir, grosso modo, de 2007 et l'explosion du premier réseau social, Facebook, non seulement les médias sont devenus, on est passé de la rareté à la super méga abondance, mais aussi à l'absence de contrôle. شو معناها؟ معناها في وقت الخطاب والا الفكره نتاع رجل السياسه قبل ما تنجم تتعدى الا على قناه وقناه تملكها الدوله وهي قليله العدد، فاني اليوم ينجم يوصل فكرته وافكاره وحياته وتصوراته عبر عدد غير متناهي من القنوات ويوصل لعدد غير متناهي من الاشخاص. اخيرا الفتره هذه واكيد صديقي حسن اللي مغروم كيفي بالكره وقت نعاودوا نشوفوا تصاور والحكايه نتاع بولي حسن عام 1950 اللي يحبوا الكره على فاموس فينال نتاع البرازيل والأوروغواي كيفاش البرازيل خسرت الفينال. 80% des Brésiliens étaient réunis moi chez eux pour écouter la radio, étaient réunis dans des lieux publics, pas seulement dans les villages. Au Brésil اللي عندكم معناها قوه قاره البرازيل في 1950 توا هكا ولا حسن l'évolution rapide, relativement rapide. Même dans les grandes villes, on se réunissait فيها القهوة ولا عندك الزازار pour écouter la radio. Et c'est pour vous dire que le monde des médias et le monde de la communication politique est en train d'évoluer à vitesse grand V. من 1950 لليوم قاعدين نحكيو على 72 سنة. تونس رجعنا لها 80% من مشاهدة كأس العالم في القاهرة. اي هذاك اللي اسباب اخرى، هذاك الكريبتاج وهذاك مسائل اخرى. En tout cas, في 80 سنة معناها pour bien comprendre la communication politique a évolué en 80 ans 100 fois plus qu'en les 800 années qui ont précédé. Les médias, les réseaux sociaux, puisque c'est la problématique. Le réseau social est par définition social et par définition réseau. Mais réseau, chacun construit son réseau et chacun démarre de par lui-même un maillage في وسط المجتمع. وقاعدين نحكيو على أرقام فلكية. تيك توك في ظرف قصير عنده 2 مليار
d'utilisateurs. Facebook vient d'atteindre, ou atteindra je pense dans les prochains jours, la barre symbolique des 3 milliards d'utilisateurs. On parle de 40% de l'humanité. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, awalan, que chaque utilisateur, de par la structure des réseaux sociaux, lui-même est une source, lui-même est un média. C'est l'évolution inéluctable dans laquelle on va aller dans les prochaines années, évolution pour laquelle nous n'avons aucune visibilité. ما نعرفوش شنو باش يعطي الخوضة هذه، هالفوضى ان شاء الله تكون فوضى خلاقة وما تكونش فوضى خناقة كما قال صديقنا توفيق الجبيلي. هالفوضى هذه شنو باش تعطي؟ يعني الفوضى هذه ايش معناها الفوضى هذه؟ معناها اليوم عندك مليارات، يقولوا مئات الملايين من الاشخاص اللي هما بيدهم ولاو ميديا، هما بيدهم ولاو سورس دانفورماسيون، سورس دانسبيراسيون populaires, inspirants pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, et ce sont devenus des guides. معناها اليوم تنجم انت خارج العالم الحقيقي اللي احنا موجودين فيه اليوم، محدد بأدرسة، بباب، بمؤسسة، اشخاص خارج العالم الحقيقي ينجم يلهم مئات آلاف الاشخاص. والدولة الرسمية او الجمهورية او كيفاش نجم نقول لا سيتي ما عندهاش اتصال به، ما عندهاش وجود، ما تنجمش تمسه، ما تنجمش تشده. هذا بالطبع نجم نحكي على الموضوع المدة الوقت طويل، لكن هذا بالطبع يطرح اشكال للسياسي. باش نلخص الافكار، تو كان مره السيد عاود يستدعاني نحضر اكثر معناها on développe là-dessus et on approfondit. Moi, je dirais que les réseaux sociaux اليوم promeuvent او يوصلوا تقريبا نقولوا 3 أنواع من الاختصاصات. أولاً l'information. Vous allez sur les réseaux sociaux pour vous informer, soit dans des médias traditionnels, استقاءنا من شمس، IFM, CNN, Mosaïque, العربية، France 2, soit pour du divertissement. اللي هو عالم كامل مانيش باش ندخل فيه، اما دو ديفيرتيسمون كلاسيك او اكستريم تاع السينما، اكستريم تاع مسرح، دي سكتش، دي جو. سي ان موند qu'on oublie, mais les jeux, le gaming est un univers. Soit pour une utilisation commerciale, c'est-à-dire ريناها سمعت بها اخيرا notamment في un des réseaux sociaux في Instagram, justement la dérive du produit commercial. ونسبة كبيرة وحنا قبيلك نحكيو عليه من الخلفيات نتاع لي ريزو اللي انتوما الكلكم واحنا الكلنا نستعملوا فيه بكل براءة، راهو دي بيسونس كوميرسيال. ما نحبش ندخل في الامور نتاع السياسة ou des puissances occultes, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, qu'il y ait market تحرك في les réseaux sociaux, هذا مما لا شك فيه. وداير سي ترونسبارون هو اللي نحكيو فيه، ماهوش ديما راهو قوى خفيه، نعرفوا معناها des marques qui vous orientent à la consommation. Divertissement, information, consommation commerciale. Où se situe le politique dans tout ça? D'où le défi fondamental. الرجل السياسي، الخطاب السياسي، الحزب السياسي. Les applications les applications technologiques, je veux dire, مش معناها ابلي مش تطبيق، نقصد استهلاك. انت في الاخر موجود في ان سكرولينج نتاع تيك توك، نتاع فيسبوك، نتاع تويتر عنده نوعيه اخرى، خلينا نقولوا تيك توك وفيسبوك. انت في الاخر كرجل سياسه بيبدا يستهلكها اللي يمشي على الريزو سوسيو. كيفاش تنجم توصل خطابك في حين انت في ريزو سوسيال مستعمر من طرف الثلاثيه اللي حكينا عليها، ديزانفورماسيون دو تو جون. ساعات تاع الريزو سوسيال تلقى ان تري بون ولا تري موفي روبورتاج على الحرب في اليوكرين، دور منها تلقى واحده تبيع لك في كولون، دور منها تلقى في سكيتش نتاع كوميك. اي وين رجل السياسه اللي نحب؟ سي لا لا بارتيكولاريتي. Lorsque je suis sur les réseaux sociaux en tant qu'homme politique, qu'acteur politique, que parti politique, que courant politique, je ne vends pas du yaourt, je ne suis pas là pour vous divertir, quoique في تونس عنا برشا سياسيين ضحكونا ربي يطول في عمرهم، ولكن نورمالمون ماهوش الهدف. Et je ne suis pas là pour vous informer au sens absolu. Je suis là pour chercher de l'adhésion. Le politique est là pour essaimer des idées
Bien sûr, ce n'est pas un chroniqueur politique, les acteurs politiques, les familles politiques, mais là, ils sont là pour chercher de l'adhésion. Comment je peux chercher de l'adhésion, provoquer le débat d'idées, ou elle a provoqué l'adhésion dans un univers virtuel, dans un univers digital, où il n'y a pas de place pour chercher de l'adhésion, sinon de l'adhésion commerciale. Le défi donc se pose. نعمل نرجع لتالي هذا ما يعنيش وأنه الوسائل التقليدية اللي أنا توا بالعاني ما جبتش عليها انتهت تماما وما عادش تصلح، لأنه نراو حتى في البلدان اللي متقدمة جدا تكنولوجيا أنه au moment des échéances électorales, il y a un intérêt pour le politique. On revient aux débats à la télé qui sont suivis par des millions de personnes. Je prends par exemple le débat المناظرة الرئاسية الأمريكية اللي بالرغم من تطور كبير ياسر نتاع لي ريزو سوسيو تبقى على التلفزة التقليدية معناها le réseau traditionnel. Elle a des chiffres d'audience absolument énormes. C'est un momentum de la vie politique mondiale américaine. تعطي دليل أنه tout n'est pas digital. Mais اليوم الإشكال التحدي المطروح على كل من يمارس السياسة إما الوصول للحكم أو حتى رغبة منا، فما ناس هنا نعرفهم بهم يشاركوا في صنع تغيير أو إصلاح في بلادهم بغض النظر على انتماءاتهم السياسية. كيفاش نوصل نخلي الناس تهتم بالفعل السياسي et de l'action publique. Parce que je vais conclure, tout ce qui nous intéresse là, hein, j'ai donné des chiffres et une analyse, mais tout ce que je dis n'est pas neutre. Moi, je suis un observateur et un citoyen inquiet, préoccupé par le désintérêt, grande partie de l'opinion publique, du fait politique. في تونس وفي غير تونس بطبيعة الحال شكونوا واضحين، لكن في تونس احنا ابخطوا بغض النظر علاش نجموا نحكموا على اللي صار في 2011 حملنا امل، عندنا امل. كيفاه جاء الامل هذايا بطرق ملتويه؟ يا سيدي جاء، اي ما نحلوش النقاش. وصلنا نهار في جانفي 2011 عندنا حاجه باش نكتبوها مع بعضنا، وطبعا حاجه نحبوها باهيه لرواحنا ونحبوها باهيه لبلادنا، وعلاش نحبوها باهيه للعالم. اليوم يلزمنا نتسائلوا علاش وصلنا في ظرف 12 سنه اللي هي رمشة عين على المستوى التاريخي انه ولينا نراو في دي فينومين دو ديزانتيري، لا مبالاه لا اهتمام بالشأن العام. Et la place de la pratique médiatique dans cette question est une place importante. C'est évidemment aux politiques de se poser la question, mais c'est aussi à nous, je suis dans les médias, de susciter l'intérêt pour la chose publique, d'essayer de redonner du goût et de l'envie à ce qu'on construise tous un avenir commun, parce que ce mot est important. Ce pays, comme les autres pays, se construisent par une vision commune qui n'exclut pas les différences, mais qu'une vision commune, nous tous, pour un meilleur vivre ensemble. Et les médias, les médias traditionnels comme les réseaux sociaux, هما médias, c'est un médium et s'ils sont des réseaux, et s'ils sont sociaux, ça veut dire qu'on travaille sur la société. Donc voilà, j'ai posé quelques questions en vrac, des questions avec de la neutralité, avec aussi un peu de sentiment, parce que j'estime quand même que ce pays est encore une page blanche, qu'on doit tous essayer d'écrire son histoire, tous ensemble. Ça passe aussi par une relation plus saine avec les médias. Merci. Merci beaucoup Si Mourad, merci Si Rafa, Si Hassan, Si Seda. Je suis sûre que ça cogite dans la salle. Merci pour ces pistes de réflexion fort intéressantes. Alors on va approfondir un peu tout ça ensemble. Je vois déjà qu'il y a des personnes motivées.